Bonsoir, bienvenue dans le cadre de votre émission de santé, ce numéro hebdomadaire qui vous entretient sur toutes les questions d'ordre sanitaire et médical. Comme à l'accoutumée, nous recevons un invité. Tout simplement rappeler que votre émission de santé est désormais les samedis de 18h à 19h et une rediffusion tous les mercredis de 11h à 12h. L'invité de ce soir, c'est une dame et le thème de ce soir, c'est la transfusion sanguine. Alors je pense que vous êtes là et pour les fidèles de l'émission, naturellement, nous aurons une pause et après, vous aurez l'occasion d'appeler. Mais cette partie est d'abord la partie de la sensibilisation pour vous, fidèles de l'émission. Madame Tam, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'invitée de ce soir pour nous aider sur la question de la transfusion sanguine. Vous allez bien? Oui, ça va. Donc, nous souhaitons la bienvenue dans notre plateau et nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Alors, comme je le disais en prélude, le thème de ce soir n'est autre que la transfusion sanguine. Naturellement, déjà me tourner du côté de notre invité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Qu'est-ce que c'est que le centre de transfusion sanguine? Je vous remercie. Oui. Je suis le docteur Sam. Je suis médecin biologiste, infectiologue, affecté au centre de transfusion sanguine en qualité de directeur adjoint du centre de transfusion sanguine. Avant de donner la détermination du centre de transfusion sanguine, je pense qu'il est important de faire un certain nombre de rappels. Nous devons faire un certain nombre de rappels par rapport au sang. Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est un organe. C'est un organe qui se présente sous forme de liquide. Un liquide qui comprend un certain nombre de cellules qu'on appelle les éléments figurés du sang. Donc dans les éléments figurés du sang, nous avons les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges ont un rôle de transport d'oxygène et du gaz carbonique. Il amène l'oxygène de l'extérieur vers l'intérieur et prend le gaz carbonique dans la cellule pour la ramener à l'extérieur. Maintenant, les globules blancs ont un rôle de défense de l'organisme. Et les plaquettes vont intervenir au niveau de la coagulation lorsqu'il y a un saignement. Alors, qu'est-ce que la transfusion sanguine maintenant elle-même? Une fois qu'on connaît ce que c'est le sang, la transfusion sanguine, c'est le processus qui permet de prélever du sang à un individu sain pour le transfuser à un individu malade. Alors, le centre de transfusion sanguine, quant à lui, c'est l'institution qui va faire la courroie de transmission entre le donneur de sang et le receveur de sang. Et si vous permettez, Madame Tam, oui, puisqu'il faudrait faire découvrir les uns les autres au fur et à mesure, parce que nous avons naturellement préparé quelques préoccupations, naturellement avec votre concours aussi, dans la deuxième partie de l'émission, pour mieux comprendre pas à pas le thème. Alors, vous m'avez précédé avec la définition déjà de la transfusion sanguine, mais vraiment, si vous permettez, avec votre permission, on entend parler du centre de transfusion sanguine. Est-ce que c'est le centre, le seul centre, ou alors le principal centre au niveau de Libreville qui s'occupe de la transfusion sanguine? Quelle est votre spécialité et pourquoi centre de transfusion sanguine? Alors, comme je vous le disais tantôt, le Centre national de transfusion sanguine est le centre de référence en matière de prélèvement, de stockage, de qualification et de sécurisation des produits sanguins labiles en vue de la distribution. C'est le seul centre que nous avons au Gabon. Il y a des banques de sang qui existent à l'intérieur du pays, mais le gouvernement est en train de mettre en place un système de création des centres régionaux de santé qui seront affiliés aux hôpitaux régionaux. Alors, le centre de transfusion sanguine produit 3 types de produits sanguins labiles. Par opposition aux produits sanguins stables, nous ne produisons que les produits sanguins labiles. Et dans les produits sanguins labiles, nous avons le culoglobulaire, le plasma frais congelé et le concentré plaquettaire. Ce sont les 3 éléments que nous produisons au centre de transfusion sanguine. Et le centre de transfusion sanguine est un centre qui a pour vocation de formation, de recherche et de qualification des produits sanguins labiles. Ok, alors tout simplement rappeler encore, pour ceux qui nous rejoignent à peine, nous sommes dans le cadre de votre émission de santé, de tous les samedis, naturellement, l'heure c'est de 18h à 19h. Je rappelle le thème de ce soir, la transfusion sanguine, et nous recevons Madame Tam Don pour nous en parler. Alors, au niveau du don du sang, Madame Tam, en quoi est-ce important de faire un don de sang? Le don de sang est une œuvre importante. Quand on parle de don, ça veut dire que un sujet cède gratuitement, une partie de son organe sans attendre quelque chose en retour. C'est un geste humanitaire,
un geste de solidarité vis-à-vis de nos patients qui sont souvent en souffrance dans les hôpitaux. Est-ce volontaire? C'est vrai que c'est un geste humanitaire, mais est-ce volontaire ou obligatoire? Ceux qui viennent vers vous, est-ce que vous les amenez à comprendre rien que la nécessité, ou alors ça devient comme, on peut dire, il y a une profonde obligation à l'intérieur de sauver son prochain? Est-ce obligatoire ou est-ce volontaire? Non, le don de sang est un don bénévole et volontaire. À l'origine, le don de sang est bénévole et volontaire. Donc, il n'y a pas d'obligation. C'est le donneur qui part de son propre chef chez lui pour venir donner du sang en vue de sauver une vie. Maintenant, il y a deux types de donneurs. Nous avons des donneurs familiaux qui viennent par compensation et les donneurs bénévoles qui viennent de leur propre chef, qui sont avisés, qui ont un rendez-vous à intervalles réguliers pour effectuer le geste de don du sang. Alors ça arrive justement au niveau de la question que j'allais poser. Existerait-il plusieurs types de donneurs? Si oui, lesquels? Nous avons deux types de donneurs au centre de transfusion sanguine. Comme je vous le disais, nous avons des donneurs bénévoles qui sont anonymes, volontaires et qui ne sont pas rémunérés. Ce sont des gens qui sont avisés, qui viennent régulièrement avec un calendrier bien établi pour effectuer le don de sang. Et il y a des donneurs qui viennent par compensation. Par compensation, on les appelle les donneurs familiaux. Parce qu'un parent est malade, parce qu'un ami est malade. En réalité, l'Organisation mondiale de la santé avec laquelle nous travaillons ne veut pas que l'on travaille avec les donneurs familiaux, mais nous n'avons pas trop de choix parce que nous n'avons pas beaucoup de donneurs bénévoles. Nous avons 30% de donneurs bénévoles pour 70% de donneurs familiaux. Et comme nous travaillons comme une banque, c'est vrai que nous cherchons, notre objectif est de chercher à chaque fois d'inverser la tendance du donneur en faveur du donneur bénévole, mais nous sommes obligés de prendre les donneurs familiaux parce qu'il y a quelques poches qui sont de bonne qualité. Alors, on a des donneurs familiaux, on a des donneurs bénévoles, mais est-ce que tout le monde ici est habilité à donner son sang? Ou alors il y a une catégorie bien spécifique d'individus qui peut se prétendre à participer à ce don? Tout le monde ne peut pas donner du sang. Il y a certains critères qui sont retenus, il y a des normes qui sont retenues pour donner du sang. Oui. Par exemple, qu'il faut avoir entre 18 et 65 ans lorsqu'on est ancien donneur. Il faudrait avoir plus de 50 kilos. Il faut pas être en grossesse pour les femmes. Oui. Il ne faut pas être en période de menstruation. Il ne faut pas avoir une tare préexistante, par exemple l'hypertension, le diabète. Il ne faut pas être en cours de traitement. Et il ne faut pas avoir une pathologie sous-jacente, par exemple quelqu'un qui a fait une fièvre les 10 jours qui précèdent le don. Donc, en matière de sécurisation transfusionnelle, il y a une phase qu'on appelle l'entretien médical. Et c'est l'entretien médical qui permet de déceler tous ces aléas afin de déclarer que le donneur est apte ou inapte. Alors, naturellement, je me dis, les poches de sang vont quand même à l'endroit de certains malades. Est-ce que ces malades sont externes ou alors vous avez aussi, pourquoi pas, des locaux où vous avez certains malades qui sont à votre disposition et qui bénéficient de certains soins de la part du centre de transfusion sanguine? Le centre de transfusion sanguine est une unité à part entière qui s'occupe que du stockage et de la distribution des poches de sang. Nous distribuons dans toutes les structures hospitalières de Libreville et quelquefois même hors de Libreville. Donc nous n'avons pas de contact avec les malades. Les demandes qui sont faites par les prescripteurs et nous ne faisons qu'une distribution en fonction de la prescription médicale et en fonction surtout du stock que nous avons. Voilà. Alors, quels sont les critères des malades ayant droit justement aux poches de sang que vous, le centre de transfusion sanguine, vous avez? Je suis malade, par exemple, qu'est-ce que je dois avoir ou qu'est-ce que je dois savoir? Ou alors, qu'est-ce que je dois avoir en ma possession pour pouvoir prétendre avoir droit à une poche de sang au niveau du centre de transfusion sanguine? Mais comme je vous le dis, en fait, nous avons édité des ordonnanciers qui sont standards, que nous avons distribués dans toutes les structures hospitalières de Libreville. Alors, c'est le médecin prescripteur qui va juger. Le plus souvent, c'est les cas d'anémie sévère. En urgence, c'est les cas d'anémie sévère inférieure à 6 grammes d'hémoglobine. Et il fait la prescription en fonction de ce qu'il veut. Soit il veut un kilo globulaire, un concentré plaquettaire ou bien un plasma frais congelé. Et maintenant, l'ordonnance arrive chez nous et nous faisons la distribution en fonction des stocks que nous avons. Alors, je vais transbahuter, comme aime bien dire quelqu'un. Il y avait le 14 dernier, c'était la journée mondiale du don de sang. Pourquoi une journée mondiale? En quoi quel en était le thème de cette journée?
Le 14 juin, c'est la 9e édition de la journée mondiale du donneur de sang. Cette journée a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec la Confédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que la Société française de transfusion sanguine et la Société internationale des donneurs de sang. Justement pour honorer un certain Karl Leinsteiner, qui était un médecin autrichien qui avait découvert le système de groupe sanguin. Vous savez, quand on parle de sang, on parle de groupe sanguin. Il y a à peu près 28 systèmes de groupe sanguin. Et le premier système qui a été découvert, c'est le système ABO. Et il avait été découvert en 1900 par Karl Leinsteiner. Et ce médecin autrichien avait eu le prix Nobel de médecine parce qu'il avait découvert le système de groupe sanguin. Et c'est pour ça que ces organisations ont choisi le 14 juin, qui était la date de sa naissance, pour honorer les donneurs, parce que sans donneur, il n'y a pas de centre de transfusion sanguine. Et quel en était le thème, comme je disais tout à l'heure? Alors, le thème, cette année, retenu par l'Organisation mondiale de la santé, c'est « Chaque donneur de sang est un héros ». Pourquoi un héros? Parce qu'un donneur de sang vient de façon anonyme, mais il sauve une vie quelque part. C'est un héros parce qu'il a donné la vie. Il a réussi à redonner la vie à quelqu'un. Alors, avec de tels détails, de telles informations, on se rend compte que la thématique sur la transfusion sanguine est une thématique assez vaste. Est-ce qu'une journée suffit-elle à suffisance pour en parler ou bien pour faire le contour de la question? C'est vrai qu'une journée ne suffit pas. Nous utilisons cette journée, c'est une journée conviviale qui nous donne l'occasion de remercier le donneur, de faire un certain nombre d'activités, mais au quotidien, nous faisons la sensibilisation. Nous avons un service, une unité de promotion du don de sang, où nous faisons la sensibilisation dans les écoles, dans les lieux dans les confessions religieuses, chez les militaires, que nous remercions au passage, parce que le ministère de la Défense nous aide énormément, ainsi que le ministère de l'Intérieur. Le plus souvent, ils nous envoient leurs éléments pour essayer de renforcer nos stocks en matière de sang. Donc nous avons un planning de sensibilisation que nous faisons de façon quotidienne, en dehors de la journée du 14 juin. Alors, je vais peut-être revenir sur, vous disiez tout à l'heure 30% de donneurs bénévoles et 70% des donneurs familiaux. Est-ce que, vu le pourcentage, apparemment, il est bas en ce qui concerne le taux de donneurs bénévoles, est-ce que cela... Comment est-ce qu'on peut l'expliquer d'après vous? Est-ce que c'est dû à une suspicion? Est-ce que les gens sont peu réceptifs? Est-ce que vous faites des sensibilisations pour que les uns et les autres comprennent l'importance de donner son sang? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce minimum? Puisque vous aimeriez quand même avoir un taux quand même important de donneurs bénévoles que de donneurs familiaux. Effectivement, l'objectif de l'OMS d'ici 2020 est d'inverser la tendance en faveur des donneurs bénévoles. Mais il faut savoir qu'il faut qu'on fasse un travail en arrière pour sensibiliser le maximum de gens sur l'intérêt l'intérêt du don de sang et de la transfusion sanguine. Bon, moi je pense qu'il y a aussi des problèmes de pesanteur culturelle qui font que les gens n'adhèrent pas tout de suite à la transfusion sanguine pour des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons la sensibilisation pour susciter l'adhésion du plus grand nombre afin de venir effectuer le don de sang. Alors, est-ce qu'il y a certaines pathologies qui interviennent, par exemple, que vous avez, auxquelles vous avez été très souvent en contact lorsque vous faites, par exemple, les transfusions sanguines, ou qui peuvent aussi être l'une des causes pour lesquelles comment je peux m'expliquer? Peut-être la quantité, je vais essayer de caricaturer ça comme ça, peut-être la quantité de sang qui devrait être mise de part pour aider ne peut pas être suffisante. Est-ce qu'il y a certaines pathologies qui interviennent souvent au niveau du sang? En matière de transfusion sanguine, les indications, il y a beaucoup d'indications. Alors, quand on parle par exemple de la chirurgie, les urgences chirurgicales, par exemple les accidents de la voie publique, il y a beaucoup de transfusions sanguines. Quand on parle de la chirurgie gynécologique, l'obstétrique, il y a beaucoup de transfusions sanguines. Et sur le plan médical, nous avons l'insuffisance rénale, parce qu'en fait, au passage, l'insuffisance rénale, c'est quelqu'un qui est en anémie chronique parce qu'il ne peut pas sécréter l'érythropoïétine, qui est une hormone, qui est un facteur de croissance qui permet de produire les cellules sanguines.
Donc, à chaque fois que l'insuffisant rénal va faire la dialyse, il a toujours besoin des poches de sang. Nous avons par exemple en oncologie médicale, la chimiothérapie. La chimiothérapie anticancéreuse, c'est un traitement qui non seulement détruit les cellules cancéreuses, mais détruit également les cellules normales, ce qui fait que c'est des patients qui sont en permanence anémies. Nous avons les enfants qui sont vulnérables. Avec le paludisme, ils font des anémies, des très fortes anémies qui vont jusqu'à 3-4 grammes. Ils ont souvent besoin. Nous avons les cas de sida. Les cas de sida font beaucoup d'anémies. Bon, la liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a d'autres pathologies, mais en grand, ce sont ces pathologies-là qui ont souvent besoin de sang. Alors, je vais peut-être, par contre, parler maintenant du premier contact. Parce que je me dis, pour donner une vie, enfin, pour donner son sang, comme vous le disiez, donner son sang, c'est quelque part donner la vie à quelqu'un. Et il faudrait naturellement que cette première personne qui vient à vous soit en bonne santé. Comment se fait le premier contact entre ceux qui viennent pour la première fois au niveau du centre de transfusion sanguine? Est-ce que vous prodiguez des conseils? Quelle est la démarche? Quelle est la procédure? Alors, quelle est la démarche? Lorsque le donneur arrive au centre de transfusion sanguine, il est reçu à la réception. Alors, on lui donne un guide d'entretien qu'il remplit. C'est un fascicule qui a un certain nombre d'indications que le donneur remplit. Dès qu'il a rempli, il vient avec sa pièce d'identité parce que c'est très important, l'identité du malade. Il est enregistré avec toutes ses coordonnées et il vient en entretien médical. Lors de l'entretien médical, c'est la première étape de la sélection. Le médecin voit le donneur, il l'examine, il s'entretient avec lui pour savoir si c'est un donneur à risque ou pas. Il fait un examen succinct et à partir de là, le médecin décide que le donneur est apte ou pas. Une fois qu'on a décidé de l'aptitude du donneur, ce n'est qu'à cet instant qu'il s'en va au service de prélèvement où il est prélevé. Il est prélevé et pour assurer la sécurité transfusionnelle, il faudrait que je vous rappelle que les poches de sang sont hermétiquement fermées. Donc il y a juste le contact de la peau qu'on désinfecte avec la poche de sang. On met l'aiguille et puis le sang passe dans la poche de sang. Et une fois que la poche est remplie, on la clampe automatiquement pour qu'il n'y ait pas un retour. Alors, ensuite, on prélève 2 tubes pour ce malade-là et c'est avec ces tubes qu'on va faire les examens dans nos laboratoires. Alors, une fois que les examens ont été faits, il y a un rendu de résultats. Donc, le médecin revoit ce patient qui est venu donner du sang, il s'entretient avec lui en fonction des résultats des examens et en fonction de ces résultats, justement, il est sensibilisé davantage pour qu'il revienne la prochaine fois. Sinon, il est rejeté. On lui explique que la poche de sang n'était pas bonne pour un certain nombre de raisons. Alors, j'aurais bien voulu parler des bénévoles, mais avant de venir au niveau des bénévoles, cela m'amène à poser la question, quelles sont alors les actions majeures que vous avez menées au niveau de Libreville, par exemple, avant de toucher le Gabon profond? Quelles sont les principales actions que vous avez menées naturellement pour amener les uns et les autres, pour inciter les populations à comprendre la nécessité de faire un don de sang? Est-ce que vous avez quelques exemples? Je vous ai dit tantôt que nous avons une unité de promotion du don de sang. Et cette unité nous permet de faire la sensibilisation dans Libreville. Nous avons un chronogramme qui est bien ficelé. Oui. Et à partir de ce chronogramme-là, nous nous arrêtons par exemple dans les carrefours pour faire la sensibilisation. Nous allons par exemple dans les sociétés pour faire la sensibilisation. Nous allons dans les services des corps d'armée avec lesquels nous avons déjà des partenariats pour faire la sensibilisation. Nous avons certains organes ONG, par exemple le Rotary Club, le Lions Club, avec qui nous travaillons, qui nous aident dans la sensibilisation. Nous avons également une ONG qu'on appelle Action for Africa, que nous avons formée, qui nous aide à faire la sensibilisation sur le terrain. Alors, le traitement, au niveau des bénévoles, quel traitement? Quel est le traitement des bénévoles et quels sont les avantages de ces derniers? Quand même, il devrait, enfin je me dis, entre quelqu'un qui vient parce qu'il a un parent qui est malade et qui donne son sang pour l'occasion, et quelqu'un qui vient de façon bénévole, volontaire, le donner quand même, est-ce que le centre de transfusion sanguine a un traitement quand même de faveur pour ces derniers? Il faut d'abord relater que le donneur bénévole, c'est un donneur qui vient sans intérêt, qui pose un acte humanitaire, un acte de solidarité. Pour les encourager peut-être. Oui, tout à fait, j'en viens. Donc, il vient de façon bénévole et volontaire pour effectuer un don de sang. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Maintenant, au niveau du centre de transfusion sanguine, nous avons un certain nombre d'examens que nous faisons aux donneurs bénévoles. On lui fait son groupe sanguin, on lui fait une numération, on lui fait un phénotypage,
ainsi que nous testons les 5 marqueurs sérologiques qui sont recommandés pour la sécurité transfusionnelle. Donc tous les 3 mois, à chaque fois qu'il arrive, tous ces examens-là sont faits gratuitement parce qu'il a donné 1/10 de son sang. Alors, comme toute organisation ou toute institution, il y a naturellement une organisation interne au sein du centre de transfusion sanguine. Est-ce que ici vous confirmez que vous avez non seulement un personnel qualifié, mais le matériel adéquat pour le faire? Et si oui, est-ce qu'il y a des moments, par exemple, de recyclage quand même du personnel? Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a de nouvelles choses à découvrir, les populations sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que vous avez des moments de recyclage, par exemple, au centre de au sein de votre centre, je voulais dire, pour remettre une espèce de remise à forme du personnel? Je ne sais pas. Alors, le personnel que nous employons au centre de transfusion sanguine, ce sont des fonctionnaires. Alors, ces fonctionnaires, leur traitement obéit à un certain fonctionnement. Donc, ils vont en stage en fonction du nombre d'années d'exercice. Et nous avons un plateau technique quand même qui n'est pas des moindres. Je peux rassurer ici tous les Librevillois que nous avons un système de vérification à tous les niveaux. Nous avons une vérification. Par exemple, si on prend le service d'immunologie, nous vérifions à peu près 3 fois le groupe sanguin de la poche de sang. Lorsque la poche arrive, nous faisons le groupe sanguin. Lorsque nous faisons l'étiquetage pour la sécurisation, nous vérifions le groupe sanguin. Quand la poche sort, nous vérifions une 3e fois le groupe sanguin. Par rapport aux sérologies, lorsqu'une sérologie est positive, systématiquement, le lendemain, nous revérifions la même sérologie pour s'assurer qu'elle est vraiment positive. Donc, les techniques chez nous sont automatisées, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens, mais c'est la machine qui fait à peu près 70% du travail. Ceci aussi, c'est dans le but de faire de la qualité, mais en plus de faire en sorte que le risque d'erreur soit minimisé. Et nous utilisons également des réactifs de dernière génération pour faire nos tests. Donc quand même, je pense que je peux rassurer les gens en leur disant que nous faisons un travail assez sérieux. Alors, les bénévoles qui viennent, qui donnent de leur sang, vu ce qu'on a pu dire déjà en introduction, ce sang n'est pas toujours sain. Alors, que faites-vous à cet instant du sang qui n'est pas sain? Vous le traitez ou vous le rejetez totalement? Alors, nous avons un système informatique. Nous avons un logiciel avec lequel nous travaillons. Donc, le système est automatisé et informatisé. Donc, systématiquement, lorsque un seul marqueur, nous avons 5 marqueurs que nous testons systématiquement. Nous testons la syphilis, nous testons le VIH 1 et 2, nous testons le HTLV 1 et 2, nous testons l'hépatite B et l'hépatite C. Alors, une fois que la poche est positive pour un seul marqueur, la poche est automatiquement à la poubelle. Et nous avons un partenaire qui vient chercher ces poches de mauvaise qualité pour les incinérer. Alors, je vais parler peut-être de la poche de sang, parce que en préparant cette émission, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui m'ont posé la question là-dessus. Comment faire au niveau de la poche de sang? Est-ce qu'elle est à la portée de tous? Est-ce tout le monde peut se la procurer, même le travailleur minime de la société? Honnêtement, moi je peux affirmer ici que la poche de sang tout le monde peut se procurer la poche de sang, parce que lorsqu'on regarde le revenu d'une poche de sang, la poche de sang reviendrait à peu près à 120 000. Lorsqu'on voit tous les marqueurs que nous testons, nous voyons tous les tests immunologiques que nous faisons, le coût de la poche elle-même, les techniques qui sont effectuées, les techniques de conservation, la poche de sang reviendrait à peu près à 100-120 000 francs. Mais il y a les prix ont été homologués par le ministère de la Santé. C'est pour cela que nous faisons la poche de sang. Pour une ordonnance qui revient du public, nous la faisons à 10 000 francs. Pour une ordonnance qui revient du parapublic, par exemple la CNSS, nous la faisons à 20 000 francs. Et quand elle revient du privé, nous la faisons à 30 000 francs. Et si on peut se comparer à la France, qui est à peu près notre patrie mère, en France, la poche de sang coûte 170 €. Et nous la faisons à 110 000 francs parce que l'État gabonais prend en charge tous les examens qui sont faits. Nous demandons qu'une contribution que je peux estimer dérisoire par rapport au coût réel de la poche de sang.
Alors, mesdames et messieurs, tout simplement rappeler que nous sommes dans le cadre de votre émission de santé et le thème de ce soir n'est autre que la transfusion sanguine et nous recevons Madame Don pour en parler. Nous allons marquer une pause, nous allons de l'autre côté de la régie et nous nous retrouvons tout à l'heure. Spécialiste des maladies résistantes et chroniques, désormais installé rénale, gastrique, C, à base des plantes naturelles. Face au ballon Cannes 2012, contact 07 70 19 65 88. Le groupe Moro, la solution à tous vos problèmes de santé. Nous parlons donc, je rappelle le thème, c'est la transfusion sanguine. Nous sommes naturellement dans la partie interactive qui vous permet à vous qui nous suivez au quartier de participer. Posez vos questions à notre invité de ce soir. Naturellement, sur le don du sang, sur les poches de sang, vous êtes certaines peut-être malade, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la procédure, vous ne connaissez pas la démarche. C'est le moment d'appeler. Alors avec le concours de la régie, tout simplement, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 07 05 73 79. Participez, appelez en direct, nous prenons vos préoccupations. Alors nous revenons de plein de pied sur le plateau, naturellement toujours dans notre thème de ce soir. Je vais peut-être parler des obstacles. Comme tout travail, comme toute tâche, il y a naturellement des obstacles, des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cas de l'exercice de vos fonctions au centre de santé de transfusion sanguine? Les difficultés, il y en a pas de dire qu'il n'y a pas de difficultés. Nous avons déjà un problème par rapport aux donneurs bénévoles. Nous n'avons pas assez de donneurs bénévoles. C'est déjà un handicap. La deuxième difficulté, c'est les performances. Parce qu'à chaque fois que les patients viennent avec des ordonnances, quelquefois, nous ne sommes pas en mesure de servir toutes ces ordonnances-là. Quand on regarde nos performances, c'est-à-dire quand on compare le nombre de poches demandées par rapport au nombre de poches servies, nous sommes à peu près à 60-70%. Il serait souhaitable que nous allions à 100%, c'est-à-dire que nous puissions servir, l'offre soit égale à la demande. Donc, c'est les difficultés que nous avons essentiellement. Il y a également, on peut également noter le personnel aussi parce que nous avons produit en 2012 17 104 poches de sang et nous travaillons 24 heures sur 24. Le centre de transfusion n'est pas fermé et il y a aussi un souci par rapport au personnel. Alors, on nous fait signe de l'autre côté de la régie qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui? Allô? Si la régie peut nous revoir le son? Oui, allô? Allô? Il s'en est allé? Alors, si vous pouvez revenir, alors, n'hésitez pas de revenir. Donc, nous sommes en train de tout mettre en place. N'hésitez pas à appeler.
de poche est décidé par le médecin prescripteur et en fonction de l'anémie, en fonction du traitement, en fonction de la pathologie. Donc, nous ne faisons que servir les poches de sang. Alors, peut-être parler déjà du Gabon profond, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a aussi quelques centres, je ne sais pas, quelques centres au niveau d'autres provinces. Comment cela se passe rien qu'au niveau de l'organisation? Est-ce que la tendance est la même qu'à Libreville? Est-ce qu'il y a quand même du mouvement? Est-ce que les personnes aussi se manifestent? Est-ce qu'il y a des donneurs bénévoles au niveau d'autres centres à part celui de Libreville? Au niveau de l'intérieur, nous avons des banques de sang. Alors, ces banques de sang-là fonctionnent un peu comme nous et elles font un peu de sensibilisation également. Mais si déjà nous avons ce problème de performance à Libreville, je pense qu'ils doivent avoir le même nombre de problèmes. Mais sinon, sur le plan du plateau technique, nous avons à peu près le même plateau technique mais miniaturisé. Ils ont les mêmes machines que nous et ils essaient de travailler comme ils peuvent. Alors, je rappelle aux fidèles téléspectateurs que la régie nous fait signe que vous êtes maintenant habilités de poser vos questions en direct. Le son est bel et bien calibré. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Le 07 05 73 79. Le thème de ce soir, c'est la transfusion sanguine. Vous avez certainement des doutes ou vous avez des questions à poser. Vous avez un frère ou une sœur qui a fait un don et vous avez certainement des préoccupations par rapport à cela. Je vais parler peut-être de la conservation cette fois-ci. La conservation du sang, comment ça se fait? Les donneurs qui ont donné, les bénévoles qui ont donné leur sang, même ceux qui sont des donneurs familiaux. Lorsque vous avez ces poches de sang, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une salle ou alors un endroit bien spécifique pour conserver ce sang? Comment ça se passe? Alors, la conservation fait partie des éléments de sécurité transitionnelle. Il y a d'abord la sécurité biologique, la sécurité immunologique, et ensuite le stockage et la conservation font partie de ces éléments de sécurité transfusionnelle. Au centre de transfusion sanguine, je vous ai dit que nous avons 3 types de produits sanguins labiles que nous fabriquons. Et chaque type de produit sanguin labile a une spécificité au niveau de sa conservation. Au niveau des culots globulaires, nous les conservons à une température de 6 à 8 degrés, alors que les plaquettes sont conservées à température ambiante. Le plasma frais congelé est conservé à moins 20 degrés. Donc nous avons des congélateurs à plasma, nous avons des réfrigérateurs pour les culots et nous gardons les plaquettes à l'air libre. Tout en sachant que par rapport au réfrigérateur, au congélateur, nous avons un système de surveillance, de monitorage des températures. Nous veillons à chaque fois que la température soit respectée pour essayer d'entretenir la chaîne de foie correctement, parce que c'est un élément important. Il faut que les poches de sang soient conservées à une certaine température pour que les éléments qui sont dedans soient de bonne qualité. Alors vous parliez en prélude de l'émission, on parlait tout à l'heure au niveau de, je pense, de l'organisation même du centre de transfusion sanguine. Vous disiez que en ce qui concerne l'action même interne, il y a plus de machines, enfin vous avez quand même un apport assez important au niveau des machines pour éviter les erreurs. Mais imaginons dans notre pays, c'est pas si bien de le dire, c'est vrai, mais lorsqu'il y a des coupures d'électricité et autres, est-ce que cela n'altère pas la nature du sang que vous... Ah, nous fait signe, oui. Allô? 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 Oui? Allô? Si la régie peut augmenter au niveau du son. Oui, allô? Allô? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui revient encore pour... Alors, certainement, au niveau de la régie, nous aimerions bien que vous puissiez nous mettre les questions sur un bout de papier pour que l'invité puisse répondre à ces questions. Naturellement, je pense que c'est un problème encore... un petit problème technique, mais n'hésitez pas à appeler jusqu'à ce qu'on ait un bon retour de son. Alors, je parlais tout à l'heure des machines. Au niveau des machines, vous disiez vous avez quand même un apport important au niveau des machines, et des machines de bonne qualité, de bonne facture. Dans le cas d'une coupure d'électricité ou d'un court-circuit ou alors de ces problèmes que nous avons, ces délestages que nous avons de façon quand même assez régulière, est-ce que cela ne peut pas altérer la qualité du sang que vous avez déjà mis peut-être en stockage ou en conservation? Au niveau du centre de transfusion sanguine, nous ne sommes
nous avons un groupe de relais. Donc, une fois qu'il y a un délestage, il y a un relais automatique de la... Excusez-moi, quelqu'un direct. Allô? Oui, bonsoir. Oui. En fait, j'ai dit que je suis donné du sang et j'aimerais savoir ce que je peux utiliser comme médicament pour que je puisse aussi aller au prochain rendez-vous. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question? Allô? Allô? Oui, oui, nous vous écoutons. Oui. J'aimerais savoir ce que vous me conseillez pour récupérer d'aller à mon prochain rendez-vous. Alors, moi, aujourd'hui, je suis assez confus. Assez Allô? confus. Allô? Oui. J'ai dit, je suis donné du sang. J'aimerais savoir ce que je peux utiliser pour récupérer en fait. Bon, tout simplement, si la régie, j'insiste, si la régie peut nous mettre ces questions sur un bout de papier pour que nous puissions répondre, parce que l'émission, c'est votre émission et nous sommes là pour vous. Donc, avec le concours de la régie, j'espère qu'on peut avoir ces questions sur un bout de papier en attendant qu'on puisse avoir un bon retour de son. Alors, si, je ne sais pas si vous avez... Oui, je disais que nous avons un groupe de relais, nous avons un groupe électrogène de relais pour pallier à ces problèmes de délestage-là. Donc, systématiquement, lorsqu'il y a une coupure d'électricité, il y a un relais automatique de notre groupe pour essayer de pallier au problème de conservation des produits sanguins labiles. Alors, je vais encore rappeler le 07 05 73 79 est le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas à appeler, que cela ne vous décourage pas. Nous sommes dans le cadre de votre émission et vous savez que vous avez le droit naturellement en direct de participer à cette émission. Je vais encore quand même parler de la hiérarchie de l'organisation parce que je me souviens, puisque j'ai été sur place pendant pendant la journée du donneur du sang et nous avons vu le ministre de la Santé faire quelques dons aux uns aux autres. Pourquoi des dons? Est-ce que ces derniers sont des personnes, ce sont des donneurs bénévoles ou alors pourquoi est-ce que le ministre faisait des dons aux uns aux autres? Alors, par rapport à notre organisation, nous avons tenu à remercier le donneur bénévole par les actions qu'il mène au quotidien en nous apportant de leur sang tous les jours pour venir nous aider dans nos attributions. C'est pour ça que nous avons répertorié, nous avons un logiciel avec lequel nous travaillons qui nous permet de répertorier à peu près les donneurs selon les critères qu'on établit. Nous avons par exemple établi cette année, nous avons retenu les donneurs qui ont fait le plus de dons, qui ont fait plus de 20 dons, qui avaient des résultats négatifs, qui avaient des résultats positifs et nous avons essayé de récompenser ces donneurs-là pour les encourager, mais tout en leur expliquant que c'est vraiment un geste que nous faisons et qu'ils ne pensent pas que systématiquement ils doivent venir donner du sang parce qu'on leur donne des présents. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'au sein de votre centre, quand bien même cela n'incombe pas, je ne pense pas, cela n'est pas votre responsabilité, ceux qui viennent donner le sang et qui se retrouvent, enfin qui naturellement peut-être ne connaissaient pas leur statut sérologique et qui le découvrent naturellement en venant faire un don bénévole, est-ce qu'il y a quand même un suivi ou alors quand même quelques conseils? Est-ce que vous le leur révélez ou alors vous les laissez partir comme ça dans l'anonymat? Nous sommes un centre de transfusion sanguine, donc nous avons un médecin, nous avons des médecins dans le centre de transfusion sanguine. Alors, qu'est-ce que la procédure veut? À chaque fois que quelqu'un vient donner le sang, il y a une procédure de rendu de résultats. C'est un médecin qui rend les résultats et en fonction des résultats, le patient est sensibilisé, on lui annonce ses résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs. On l'entretient en fonction de la pathologie que nous avons retrouvée et nous essayons de faire des investigations. Nous faisons d'abord un contrôle à l'extérieur pour vérifier que nos tests sont faits dans les bonnes conditions. Une fois que le test revient positif, dans ce cas maintenant, nous vérifions s'il n'y a pas une atteinte lésionnelle due à la pathologie, due à l'affection. Et après, nous référons le patient au spécialiste avéré. Si c'est par exemple un cas d'hépatite positive, nous regardons les fonctions hépatiques. Et une fois que nous avons regardé les fonctions hépatiques, si nous pensons qu'il y a une atteinte importante,
nous référons le patient à un hépatogastro-entérologue. S'il s'agit du VIH, nous regardons le taux de CD4 et si nous voyons qu'il y a déjà une atteinte importante, nous référons le patient au centre de traitement ambulatoire. Là, dans le cas de la syphilis, nous traitons directement les patients. Je vais parler de l'enjeu, parce que dans une telle démarche, on voudrait un pourcentage quand même important de donneurs bénévoles que de donneurs familiaux, oui. Mais l'enjeu est tellement énorme. Est-ce que ici les facteurs climatiques ne posent pas aussi un problème? Parce qu'un donneur qui vit dans des conditions précaires, un donneur qui ne s'alimente pas bien, alors vu les réalités quand même de notre pays ou alors de notre continent, sur 100 personnes, il y a quand même, disons, une quarantaine qui s'alimentent normalement. Est-ce que ce n'est pas un peu un leurre de prétendre ou alors d'espérer avoir quand même un taux important de donneurs bénévoles en bonne santé? Bon, nous avons des critères. C'est les critères que je vous ai, que je vous ai donnés tantôt. Oui. Donc, ces critères n'ont rien à voir avec l'alimentation. Nous regardons des marqueurs, les marqueurs sérologiques dont je vous ai parlé. Nous regardons l'état de santé, nous regardons le poids du patient, nous regardons sa présentation, sa présentation clinique, la présentation du malade. Et c'est sur ces critères-là que nous jugeons que le patient est apte à donner du sang ou pas. Mais si la demande est forte, par exemple, et je vais prendre par exemple sur 10 donneurs, si sur 10 donneurs, vous avez 8 qui fument et qui boivent, et du moins qui consomment de l'alcool, et la demande est tellement forte de telle sorte qu'il faudrait que vous puissiez alimenter en poche de sang ceux qui sont en face de vous. Dans ce cas, comment est-ce que vous faites? Je vous ai dit que le tabac n'est pas contre-indiqué. Les contre-indications, c'est les tares préexistantes, le poids, l'âge compris entre 18 et 65 ans. Donc, nous ne posons pas, ce n'est pas une interdiction au don de sang. Mais au niveau du poids, quand même, je sais que, enfin, si je ne m'abuse, dans le domaine de la santé, dit-on, 68 kilos quand même pour une taille de 1m68 par exemple, c'est quand même le minimum, c'est le strict équilibre. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'une rééducation, parce que si je parle de l'alimentation, c'est aussi pour tout ça. Si 100% ou si 60% de la population se retrouve en surpoids, si je peux dire ça comme ça, ou alors qui altère totalement les critères dont vous avez besoin pour avoir un taux important de donneurs, est-ce qu'il ne faille pas aussi penser, pourquoi pas, à une rééducation de l'alimentation de ceux-là qui viennent déjà vers vous pour dire, bon, plus tu donnes, mais il serait mieux que tu donnes à long terme, voilà pourquoi il faut que tu fasses ça et que tu fasses ça. Est-ce que vous avez pensé à cela? Mais c'est justement pour ça que nous voulons avoir essentiellement des donneurs bénévoles, parce que le donneur bénévole, c'est un donneur qui est averti, qui est sensibilisé, qui sait pourquoi il vient à chaque fois au centre de transfusion sanguine. Et on a l'OMS, c'est l'OMS qui dicte les normes. Ils disent 50 kilos parce qu'on prend 7 millilitres de sang par kilo de poids. Et à 18 ans, on a plus de 50 kilos. Quand on est quelqu'un qui est en bonne santé, à 18 ans, on a plus de 50 kilos. Et c'est pour ça que l'on a choisi 50 kilos. Alors de 2010 par exemple, ou alors des années antérieures jusqu'en 2012, quel est votre commentaire au niveau du centre de transfusion sanguine? Vous êtes assez satisfaite au niveau des donneurs, au niveau de l'organisation interne, au niveau des actions menées? La demande est très forte. Par exemple, nous avons reçu 17 104 donneurs pour l'année 2011. Oui. Et à chaque fois, les chiffres augmentent de façon exponentielle. Ça veut dire que Libreville s'agrandit, il y a beaucoup de structures hospitalières et nous pensons qu'il va falloir faire un effort supplémentaire au niveau de la sensibilisation pour que le plus grand nombre adhère. Parce qu'il faudrait que nous soyons performants, que nous puissions donner le maximum de nous-mêmes. Et aujourd'hui, quelles sont vos, si je peux appeler ça, vos cartes de force pour justement percuter ou alors renforcer votre sensibilisation? Nous avons une ONG, nous travaillons en collaboration avec la Croix-Rouge gabonaise, que nous avons également formée. Donc, nous faisons des séances de sensibilisation qui sont rythmées dans le temps. Nous ciblons une certaine population, notamment les plus jeunes, et nous ciblons les grands carrefours, nous ciblons les corps, nous ciblons les écoles, les universités pour que le plus grand nombre adhère au bénévolat. Alors n'hésitez pas, encore quelques minutes sur ce plateau, sinon 5 minutes, sinon 7 minutes, encore à passer avec vous.
d'ores et déjà, le 07 05 73 79, rassurez-vous, est le numéro de votre émission. Même juste après, je ne sais pas si Madame Ndong nous permettra d'avoir son contact ou alors il faudra tout simplement aller du côté du centre de transfusion sanguine. Non, il n'y a pas de problème, je vous le donnerai à la fin de l'émission. Alors, donc, vous avez déjà comme cela l'aval de Madame Ndong. Vous qui avez certainement participé, parce que vous pouvez entendre les redondances de la sonnerie de l'autre côté de la régie, vous avez certainement posé des questions. Ces questions n'ont pas été... n'ont pas pu les retenir à cause de petits soucis. Alors, n'hésitez pas, à la fin de l'émission, sinon maintenant, ou à la fin, nous aurons, avec l'aval de Madame Ndong, vous communiquer le numéro pour que vous puissiez appeler de façon personnelle ou pourquoi pas vous rendre tout simplement au niveau du Centre national de transfusion sanguine qui, je pense, Madame Ndong va nous rappeler peut-être comment est-ce qu'on fait pour y aller. C'est dans quel quartier? Comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre? Le centre de transfusion sanguine se situe en plein centre de Libreville. Hein. Oui. Il juxte la SEG. Nous sommes entre la SEG et le centre hospitalier universitaire de Libreville, qui est l'ancien CHL. Donc, c'est facile d'y accéder. Alors, j'espère que vous avez pris note. Vous avez un lieu où vous pouvez vous rendre pour toutes vos questions, pour toutes les informations que vous voulez, naturellement par rapport à ce thème fort intéressant, la transfusion sanguine, ou pourquoi pas rencontrer Madame Ndong de façon particulière, je ne sais pas. Vous vous rendez au niveau du Centre national de transfusion sanguine pour en parler. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Certainement, Madame Ndong, d'abord votre souhait. Parce que quand même, il faut rappeler, Madame Ndong est le directeur adjoint du Centre national de transfusion sanguine. Naturellement, vous avez un souhait, vous avez certainement des aspirations par rapport à ce que vous faites et par rapport au centre même en général. Quel est votre souhait? Mais par rapport au centre de transfusion sanguine, le souhait, c'est d'atteindre les objectifs que s'est fixé l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire avoir 100% de donneurs bénévoles d'ici 2020. Et les objectifs également, c'est d'être performants, que nous puissions satisfaire tous nos demandeurs de poche de sang, quelles que soient les quantités. Alors, sans autre forme de transition, naturellement, votre mot de fin, vous avez peut-être des salutations ou alors une sensibilisation à l'endroit de ceux qui vous regardent. Alors, mon mot de fin va s'adresser à tous les compatriotes, ou tous les habitants de Libreville, si j'ose m'exprimer ici, parce que le don de sang n'a pas de... Il n'y a pas de discrimination de race, de sexe ni de religion. Alors, j'exhorte tous les habitants de Libreville à se constituer en association pour effectuer le plus souvent et régulièrement le don de sang bénévole. Et cela va nous permettre d'améliorer nos performances en vue d'assurer une sécurité transfusionnelle et une bonne prise en charge pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors, puisque nous avions promis, peut-être donner déjà votre numéro de téléphone à ceux qui nous suivent, pour qu'ils puissent peut-être, pourquoi pas, vous préférez qu'ils viennent au niveau du centre? Qu'ils viennent au niveau du centre de transfusion sanguine pour plus ample information. Alors, nous sommes au terme de notre émission de santé. Alors, je rappelle que cette émission est ouverte à tous les opérateurs du domaine de la santé. Vous avez certainement des colloques, vous avez certainement des réunions, vous avez certainement des investigations que vous faites dans le domaine de la santé. C'est la plateforme qu'il vous faut. Nous vous recevons tous les samedis de 18h à 19h. Comme nous avons eu le thème la semaine dernière sur les filarioses, vous avez été nombreux à participer. N'hésitez pas à venir. Nous répondons toujours à ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous voulez participer, vous voulez sensibiliser, c'est la plateforme qu'il vous faut. Alors, d'ores et déjà, bon week-end à tous et bonne suite au programme sur TVS. Au revoir. Spécialiste des maladies résistantes et chroniques, désormais installé au Gabon, traite toutes vos maladies, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, la
stérilité, kyste ovarien, fibrome, troubles digestifs, troubles gastriques, fièvre typhoïde, hépatite A, B, C, chlamydia, arthrose, prostatite, cancer et bien d'autres. Venez découvrir la médecine à base des plantes naturelles. Nous sommes situés au Carrefour Hassan, face au Ballon Cannes 2012. Contact 07 61 56 61 06 19 65 88. Le groupe Moro, la solution à tous vos problèmes de santé.